De la première session du Haut Conseil des collectivités, les conseillers nationaux ont, à l'issue d'un mois d'assises, renouvelé leur bureau de 15 membres et examiné 6 projets de texte. Ouverture ce lundi à Caille de la première session de la Cour d'assises 2014-2015 et ce sont 48 affaires criminelles dont des crimes de sang qui sont inscrites. L'information est tombée cet après-midi comme un couperet. Joseph Blatter a démissionné de son poste de président de la FIFA. Les détails avec Khalifa Namatraoré dans cette édition. Il est 20h, merci de nous rejoindre sur le RTM. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour complet de l'actualité nationale. Tout d'abord, le palais présidentiel, le chef de l'État vient de recevoir la commission d'organisation du centenaire. Modibo Keïta, accompagné du ministre de la Culture. Cette commission est venue faire le point de l'organisation de cet événement majeur pour notre pays et vous aurez le reportage de Nyanya Traoré dans ce 20h. Je le disais tout à l'heure au début de cette édition, fin des travaux de la première session du Haut Conseil des collectivités. Les conseillers nationaux ont, à l'issue d'un mois d'assises, renouvelé leur bureau de 15 membres et examiné 6 projets de texte. Sira Bachili pour les détails. Et en plénière, le Haut Conseil des collectivités a mis en place un nouveau bureau de 15 membres avec à sa tête Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Aïdara. Ce nouveau bureau est composé de toutes les colorations politiques, le RPM, l'URD, l'ADEMA, les indépendants. Les Maliens de l'extérieur y sont également représentés. Les conseillers ont aussi renouvelé les commissions de travail. Dans son discours de clôture, le président du Haut Conseil des collectivités a une fois de plus mis l'accent sur la paix nécessaire au développement de toute nation. La paix, un chantier vaste, c'en est un, dont le succès dépendra de la bonne foi et de la ténacité de tous dans son applicabilité. J'exhorte tous les élus locaux et nationaux que cette institution représente afin qu'ils se mobilisent de façon ostensible pour soutenir et accompagner nos plus hautes autorités, notamment le président de la République, son premier ministre et le gouvernement, dans la croisade par eux menée au quotidien en faveur de la restauration de l'unité nationale et de la confiance entre Maliens. Elle est possible, cette paix, à tous les Maliens de créer les conditions pour sa consolidation. Le président du Haut Conseil des collectivités en appelle au sens élevé de tous les fils du Mali. Je lance encore une fois de plus un appel pressant à la coordination des mouvements de l'Azawad afin qu'elle revienne dans le processus définitif par la signature de l'accord dans les meilleurs délais. Je leur tends solennellement une main fraternelle au nom de toutes les collectivités territoriales du Mali. Le Haut Conseil de collectivité, par ma voix, en appelle à la responsabilité, à la modération et surtout à la patience de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. 6 projets de texte ont pu être examinés au cours de ces assises. Des projets relatifs, entre autres, au foncier agricole, à la fonction publique des collectivités et les modalités de coopération entre les collectivités territoriales. 4 projets de loi ont été votés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ces projets concernent le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le projet de programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire nutritionnelle au Sahel, la création d'un centre d'insémination artificielle animale et le centre de formation et de perfectionnement en statistique. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec Daouda Sidiki Diara. Suite de ce 20h alors, fin à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, des travaux de la 23e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. L'Assemblée a, au cours de la session, adopté plusieurs résolutions par rapport à la situation au Burkina Faso, Burundi, l'île Maurice et Madagascar. Ont pris part à ces travaux le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isiaka Sidibé, et une délégation de parlementaires maliens. On en parle avec Mamourou Sidibé. De cette 23e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée permanente de la francophonie, 2 thèmes ont dominé les travaux.
La problématique de la croissance économique et la lutte contre la pauvreté d'une part et le phénomène grandissant du terrorisme d'autre part. S'agissant du premier thème, les parlementaires ont mis en exergue l'importance des réformes économiques pour créer non seulement les conditions de la croissance, mais aussi pour organiser la répartition des fruits de la dite croissance. Vous savez, ici, on a surtout parlé du rapport entre le législatif et l'exécutif. C'est vrai que lorsque on se donne la main, puisque c'est une seule manière de développer un pays, le législateur, lui, c'est celui que nous sommes. Il donne ce qu'il peut pour qu'on puisse aussi appliquer tous les projets qui sont en cours par l'exécutif. Donc c'est une coordination de tout ça qui fait que le pays peut avancer. Quant au second thème relatif à la question du terrorisme, plusieurs points ont été passés au crible. Il s'agit entre autres de la faible implication et le manque d'initiatives concertées des États africains face à ces fléaux, la nécessité pour ces États de se doter des capacités militaires et sécuritaires afin d'y faire face, la nécessité de lutter contre les facteurs favorisant la propagation du terrorisme. Il faut distinguer deux terrorismes, le terrorisme d'origine externe et le terrorisme d'origine interne. Les deux se retrouvent sur une biséctrice qui conduit au terrorisme international. Aujourd'hui, personne ne sait qui finance les terroristes. Personne ne sait. Les parlementaires de l'AFP ont insisté sur le grand rôle qu'ils doivent jouer en vue de sensibiliser sur l'urgence de mutualisation des stratégies de lutte face au phénomène. Ils ont également réitéré leur soutien sans faille au gouvernement du Mali et à la communauté internationale pour leurs efforts conjugués en vue d'un retour rapide de la paix dans notre pays. Au cours de cette assemblée majeure, en nous penchant sur les questions importantes du continent, nous aurons tous à cœur de préparer un avenir sans terreur et sans rancune pour nos enfants et pour toutes les générations à venir. Nous aurons à cœur la volonté ferme de s'aimer la graine de la solidarité et du développement sur cette terre d'espérance continentale que la coopération parlementaire se fera le plaisir de nous aider à arroser et à faire fleurir. Plusieurs résolutions ont été adoptées par rapport à la situation au Burkina, au Burundi, Madagascar et l'île Maurice. L'honneur a été fait au Mali d'abriter la 24e Assemblée régionale en 2016. Lancement hier de la semaine sénégalo-malienne de l'habillement. La 7e édition enregistre la participation d'autres pays de la sous-région ouest africaine ainsi que de l'Asie. Le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage du Sénégal, Mamadou Talla, est à Bamako pour l'événement. Était présent également à la cérémonie de lancement le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme et celui des Sports. Le reportage de Salima Tandao. La semaine sénégalo-malienne de l'habillement est un espace de promotion des produits artisanaux des deux pays, mais surtout un moyen d'intégration entre nos deux peuples. C'est nombreux et organisé que nous parviendrons à relever le défi de la compétitivité pour inciter les plus hautes autorités à soutenir l'une des filières de l'artisanat les mieux placées pour créer des emplois et de la richesse. Et ce faisant, contribuer à la réduction de la pauvreté. La forte délégation sénégalaise est conduite par le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et de l'Apprentissage, Mamadou Talla, qui a beaucoup d'ambition pour le secteur. L'artisanat dans nos pays et dans la sous-région rencontre essentiellement 4 difficultés et tous commencent par un F. Nous devons les accompagner dans la formation. Nous devons les accompagner dans le financement, nous devons les accompagner dans le foncier. Il faut également les accompagner dans la formalisation de nos unités de production artisanale. La semaine sénégalo-malienne de l'habillement, des textiles, de la mode et des accessoires est un parfait exemple d'intégration réussie par la culture et l'artisanat. Cet espace d'échange et de partage de savoir et de savoir-faire de nos peuples est un haut lieu de la mise en œuvre d'une instruction du président Senghor qui disait, et je cite, « Nous devons penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes pour accéder à la modernité sans piétiner notre authenticité. »
La semaine sénégalo-malienne est ainsi lancée. L'événement initié par la Chambre des métiers de la commune 5 de Bamako et la Fédération des professionnels de l'habillement du Sénégal enregistre cette année la participation d'autres pays, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger, la Gambie, l'Inde et le Vietnam. Je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel aux autorités administrative et communale. Cet événement qui est un événement intégrateur. Je viens juste de faire un tour, donc je pense qu'elles sont bien installées. Les Maliennes, les Sénégalaises, les Gambiennes ont toutes produit des articles de qualité. Je pense que les Maliens doivent venir. Ce qui m'inspire, c'est d'avoir de bons contacts et de lancer sur l'international, vraiment. Nous avons des ensembles sacs avec chaussures, des petites robes pour les enfants avec chaussures. On m'a vraiment parlé bien de cette semaine et j'ai dit que je vais venir découvrir qu'est-ce que ça contient. Alors, vous venez de suivre la coupure du ruban symbolique. Ainsi, les portes de cette 7e édition de la semaine sénégalo-malienne sont ouvertes. Il y a plein de choses à voir et pourquoi pas à acheter. En tout cas, les exposants seront là sur place jusqu'au 7 juin prochain. Et le rendez-vous est pris, je le disais au début de ce journal, le chef de l'État vient de recevoir la commission d'organisation du centenaire Modibo Keïta, accompagné du ministre de la Culture. Cette commission était venue faire le point de l'organisation de cet événement majeur pour notre pays. Nyanyalo Traoré. Bientôt la célébration du centenaire de la naissance de Modibo Keïta, premier président du Mali. Né un 4 juin 1915 à Bamako, Modibo Keïta est un véritable panafricaniste et intermondiste convaincu. Il partage cette conviction avec les grands nationalistes de son temps, comme Gamal Abdel Nasser d'Égypte, Kwame Nkrumah du Ghana, Ahmed Ben Bella d'Algérie ou encore Nehru d'Inde. La célébration du centenaire de l'homme d'État servira de tribune pour faire connaître ses actions et aspirations pour le Mali. Le message, c'est d'abord de présenter l'homme, Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, premier secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, de présenter son œuvre immense, et tout ce qu'il a fait pour le Mali, tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, afin que les nouvelles générations sachent d'où nous venons et où on peut partir. Sur initiative du gouvernement, une commission a été mise en place. Elle est composée du ministère de la Culture, du parti UMRDA Faso-Djigui, ainsi que de la famille Keïta. Faire le point de l'organisation de cette célébration était le but de la présente audience. Nous avions, en tant que parti, rencontré le président. On l'a trouvé dans des dispositions de militants. Et il a dit que vraiment, ça va être un événement national. Et donc, notre parti et la famille, nous sommes partie prenante avec l'État du Mali pour le faire, avec tous les Maliens, et pour le Mali et pour l'Afrique, parce que tout simplement, Modibo Keïta a mérité de la nation. Et nous saluons cette décision du président de la République parce qu'elle est extrêmement opportune et vraiment nécessaire et utile pour notre pays. Autre date clé de la vie de Modibo Keïta, c'est le 20 juillet 1960 où il fut nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, une fédération qui regroupait le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclama l'indépendance du Soudan français qui devient alors la République du Mali. Abordons un mot de la santé à présent. Un nouveau projet de lutte contre la maladie à virus Ebola pour le Mali et le Sénégal. Pour mieux préparer sa mise en œuvre, l'ONG Christian Aid, qui coordonne les activités de ce projet, a réuni ses différents partenaires pour une rencontre de 3 jours. La vingtaine de participants venus de 3 pays de la sous-région, plus le Mali, vont être formés sur les modes de transmission et les techniques de prévention de la maladie. Le projet en question va durer 11 mois et coûtera plus de 520 millions de francs CFA à l'agence de coopération britannique. Et nous retrouvons Sera Batili pour le point.
C'est un nouveau projet consacré à la lutte contre la maladie à virus Ebola qui vient d'être lancé. Il concerne le Mali et le Sénégal à travers l'ONG ADAC pour le Mali et RADI pour le Sénégal. D'un coût total de plus de 520 millions de francs CFA, le projet Ebola est financé par l'Agence de coopération britannique pour 11 mois. Et c'est l'ONG Christian Aid qui assure la coordination et le suivi sur le terrain. C'est dans la région de Sikasso, notamment les celles de Kajolo-Kolonyeba, et dans la région de Koulikoro, notamment les celles de Kankaba et Kati, parce que c'est des zones frontalières à la Côte d'Ivoire ou à la Guinée, ou surtout en Guinée où la menace est réelle. Dans le cadre du renforcement des capacités, de la formation des acteurs, donc des acteurs qui évoluent dans le service médical, mais aussi des enseignants qui évoluent dans les écoles primaires et dans les lycées, ainsi que les maîtres, les enseignants des écoles coraniques. Pour mieux coordonner les activités de lutte contre la maladie à virus Ebola, d'autres responsables de certaines ONG du Niger et du Burkina Faso, partenaires de Christian Aid, ont été associés à cette session de formation. Une formation donnée par la Croix-Rouge malienne. Il faut mettre accent sur la communication pour le changement de comportement. C'est vrai, présentement, au Mali, il n'y a pas de cas. Donc nous sommes à 0 cas toujours. Mais l'information, la sensibilisation doit être maintenue. Après 3 jours d'échange, les participants devront relayer les informations reçues sur le virus Ebola, ses signes cliniques, ses modes de transmission et les mesures de prévention dans les 4 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali. L'aire de santé de Niamakoro est estimée à plus de 65 000 habitants. Pour améliorer la fréquentation de cette population des centres de santé communautaires, le personnel du CESCOM de Niamakoro, en collaboration avec les relais de l'aire de santé de la dite localité, ont instauré une journée. Elle vise donc à mener des consultations gratuites et dons de médicaments aux populations. Cette journée, qui est à sa 2e édition, est parrainée par l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Reportage à Fousseini Tunkara. C'est dans le souci d'améliorer la couverture sanitaire dans l'aire de santé de Niamakoro que cette journée a été instaurée. Elle vise surtout à augmenter de façon considérable le nombre de dépistages du cancer du col de l'utérus et la planification familiale. Si on organise des journées pareilles dans nos CSCOM, ça ne fait qu'améliorer la fréquentation de nos structures. Donc c'est une initiative qui doit être imitée avec tous les CSCOM de la commune 6. Au menu de cette journée, des consultations gratuites, un don de médicaments, le dépistage et la malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois, entre autres. Il faut une meilleure fréquentation des centres de santé. Il ne s'agit pas de les pousser vers les populations seulement, il faut que les populations aussi les fréquentent. Là, il y a un grand travail de sensibilisation et de mobilisation à faire pour que la vie des femmes, la vie des enfants du Mali soit préservée, pour que l'ensemble des gens du Mali puissent vivre mieux. Cette initiative est du CSCOM de Niamakoro en collaboration avec les relais de l'aire de santé à Siasco. La rencontre a été aussi marquée par des sketchs de sensibilisation sur les IEC. Nos excuses pour la qualité de ces images. Restons dans le même registre pour la célébration du 50e de l'existence de la Croix-Rouge malienne. Un hommage particulier a été rendu au fondateur de la Croix-Rouge internationale, Jean-Henri Dunant, et c'était en présence des autorités administratives et de la coordination des chefs de quartier. Compte rendu, Lamine Keita. Ce séminaire est un espace d'échange scientifique entre les professionnels de santé chinois et maliens pour la promotion des soins de qualité au Mali. L'atelier regroupe une centaine d'agents de la santé durant 4 jours. L'initiative de la formation est du chef de la 23e mission médicale chinoise au Mali. Nous réunissons cette formation pour partager notre expérience pendant les 2 ans dans les pratiques cliniques chirurgicales à l'hôpital du Mali pour partager notre expérience. Nous avons voulu faire une restitution de l'expérience de la mission médicale chinoise, notamment la 23e mission qui est là déjà il y a 2 ans. Donc ils sont en train de se préparer à retourner, donc ils ont voulu qu'il y ait cette restitution qui se place dans le cadre d'échanges d'expériences entre professionnels maliens et chinois. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette collaboration entre les professionnels de santé chinois et maliens traduit l'excellence des rapports entre la Chine et le Mali. La Chine, depuis des décennies, participe activement à l'amélioration de la santé et de la vie des populations maliennes
à travers le déploiement de plusieurs missions médicales. La 23e mission de l'hôpital du Mali, dont il est question, est composée de plusieurs chercheurs et spécialistes dans divers domaines de la santé et de la chirurgie. Les chercheurs et spécialistes maliens et chinois seront sans doute, à travers ce forum, échanger et tirer les meilleures parties des expériences et réussites des uns et des autres, mais aussi fédérer les efforts pour parvenir à des leçons utiles dans un transfert de compétences. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a donné l'assurance que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir de telles initiatives. Vous avez certainement corrigé sur vous, c'était plutôt la coopération Mali-Chine pour le bien-être de l'hôpital du Mali. La plateforme des droits économiques, sociaux et culturels et le programme d'appui aux droits humains conjuguent leurs efforts pour une meilleure compréhension des droits du citoyen. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée dans les 6 communes du district de Bamako. Les détails avec Batraoré. Les citoyens doivent nécessairement connaître leurs droits. Ceci est préalable à toute revendication. Aussi, la plateforme des droits économiques, sociaux et culturels du Mali veut prendre le taureau par les cornes. La campagne nationale d'information et de sensibilisation sur les engagements de l'État en matière de droits économiques, sociaux et culturels vise à combler le déficit d'information des citoyens. La parole sera donnée à des experts qui maîtrisent cet instrument, qui est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pour échanger avec les citoyens sur la quintessence de cet instrument-là. La réussite de la campagne a nécessité la mise en place des comités dans chacune des 6 communes du district. Le principe permet d'abord aux citoyens de connaître comment revendiquer leurs droits. Et c'est ça que nous voulons, et c'est ce que nous avons demandé au programme depuis un moment. La plateforme est soutenue dans cette campagne par le programme d'appui aux droits humains PDH. Le programme dont je suis le coordinateur a, au titre de ses objectifs, au premier point, la promotion aussi des droits économiques, sociaux et culturels. C'est pourquoi nous avons noué un partenariat avec la plateforme pour contribuer davantage à promouvoir la connaissance sur les droits économiques, sociaux et culturels. Dans leur campagne et pour une meilleure compréhension du droit par les citoyens, la plateforme et le programme d'appui aux droits humains sont engagés dans la traduction des textes de droit dans les langues nationales. Et nous nous excusons dans ce journal pour l'erreur. L'ancien Premier ministre Modibo Sidibé a été identifié sous le nom de Dr Tidjani Kanouté. Toutes nos excuses. L'INPS, à travers une agence, a lancé un concours de recrutement de 200 agents. À ce jour, l'agence a reçu plus de 400 000 dossiers de candidature et c'est de la croix et de la bannière pour ces demandeurs d'emploi. Certains passent la nuit sur place pour pouvoir déposer, d'autres passent la journée dans des conditions très difficiles. Les éléments de la protection civile ont dû intervenir plusieurs fois. Les jeunes demandeurs d'emploi dénoncent notamment les conditions d'organisation de dépôt des dossiers et la présence des policiers pour mettre de l'ordre n'a apparemment rien changé. Actualité régionale, première escale Kangaba, où les populations de 9 communes du cercle soutiennent l'accord de paix issu des pourparlers d'Alger. Elles ont fait savoir au cours d'une marche, les pas de la marche suivis par Sidi Modibo, Dombélé et Batraoré, nos envoyés spéciaux. À travers cette marche, le Mandé en l'unisson soutient l'accord de paix. Composé de la société civile et d'élus locaux, les marcheurs sont partis du vestibule sacré au chef-lieu de cercle en traversant la ville de Kangaba. Sur les banderoles, on pouvait lire des messages de paix. Les marcheurs ont exprimé leur attachement à un Mali uni et indivisible. C'est pour dire notre soutien et c'est la raison, c'est pour exprimer notre sentiment de fierté qu'on ait un gouvernement responsable, qu'on ait un président de la République responsable qui ait pu avoir l'initiative. Au lieu d'avoir l'initiative des armes, avoir l'initiative des négociations.
Donc c'est pour dire notre entière et pleine satisfaction pour l'initiative qu'ils ont eu à prendre et pour la signature de cet accord. La marche s'est achevée par la remise d'un exemplaire de l'accord de paix issu des pourparlers d'Alger au préfet du cercle de Kangaba. Nous nous réjouissons en tant qu'autorité locale de cette belle initiative prise par la population de Kangaba. Comme vous, nous adhérons tous, autorités locales et élus, à cette noble cause. Nous nous ferons un devoir d'être votre porte-parole auprès des plus hautes autorités de notre pays. Notons que les représentants des 9 communes du cercle de Kangaba ont pris part à cette marche de soutien de l'accord de paix. On en vient au deuxième titre de ce journal, à Caille, ouverture ce lundi de la première session de la Cour d'assises 2014-2015. 48 affaires criminelles sont inscrites au rôle dont 2 reviennent sur les intérêts civils, mais ce sont les crimes de sang qui prédominent, nous signale Kansuto Kanouté. 48 affaires qui ont été inscrites au rôle de la première session ordinaire de la Cour d'assises de Caille 2014-2015, dont 2 reviennent sur les intérêts civils. Le constat se dégage une prédominance nette des crimes de sang. Assassinat, meurtre, coups mortels, coups et blessures aggravées, infanticide, etc. Suivi des crimes d'agression sexuelle, viol et pédophilie. Ensuite viennent les trafics de stupéfiants et autres infractions dont le faux usage du faux, l'incendie volontaire, les atteintes aux biens publics et le vol qualifié. Durant 2 semaines, ce sont nos semblables, des hommes et des femmes, qui vont être jugés et les avocats à cet effet ont été constitués pour la défense des accusés. Ça ne veut pas dire que l'avocat aime les crimes. Non. Mais l'avocat aime les criminels. Sans cet amour, on ne peut pas utilement le défendre. Donc, notre rôle n'est pas de défendre l'indéfendable. Non, seulement nous présentons sa cause. Le premier président de la Cour d'appel a ensuite salué le gouverneur et sa délégation avant de rassurer toute la salle que le droit sera dit dans toute sa rigueur, quitte à déplaire. À noter que pour cette première session ordinaire de la Cour d'assises de Caille, 6 assesseurs venus de Bafouabé, Djema, Nyoro, Yelemane et Caille ont prêté serment. L'ONG Eau-Vive et ses partenaires viennent de doter la population de Fignan dans la région de Koulikoro d'un forage d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA. Cette œuvre s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Reportage Ousmane Koïta. Fini les tracasseries de la population de Fignan-Guessiboukou dans la commune de Madina Sako pour la recherche de l'eau potable. Elle vient de bénéficier d'un forage équipé de pompes à motricité humaine d'une valeur de 7 millions de francs CFA. La réalisation de ce forage s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'accès à l'eau potable et assainissement de 4 communes des secteurs de Banaba et Nara. Nous avons plus de 10 000 villages au Mali. Et tous les 10 000 villages ont besoin d'eau potable, ont besoin d'assainissement. Les latrines, il faut que les latrines rentrent dans les mentalités. Ce sont les conséquences de la non-existence des latrines qui fait que nous avons beaucoup de maladies dans nos pays. Ce projet prévu pour une durée de 3 ans, avec un coût total de plus de 320 millions de francs CFA, est financé par l'Agence française de développement AFD, la Fondation internationale des Lions Club et Eau Vive. Il devra permettre la réalisation de 15 forages équipés de motricité humaine, la réparation de 10 autres en panne, 25 aménagements de surface autour des forages et 300 latrines. Ce programme concerne 25 villages et il est prévu de réaliser 15 forages et de réhabiliter 10 forages qui sont en panne, de réaliser 150 latrines. Alors, 1 an après donc, le lancement de ce projet, nous avons déjà réalisé un tiers des activités qui ont été programmées. Maire, le chef du village et les populations ont pris l'engagement de bien entretenir l'ouvrage. Ouverture à Ségou d'un forum d'échange Mali Météo et Médias, c'est pour établir un partenariat entre les différents acteurs pour la diffusion des produits et informations météorologiques. La précision avec Candicila. Les données météorologiques ne servent qu'à travers une diffusion adéquate au profit des utilisateurs. Et c'est à juste titre que Mali Météo a initié le présent forum en vue de trouver la formule appropriée pour une meilleure diffusion de ces informations au profit des groupes cibles.
Le forum regroupe les responsables des médias des régions du Mali, les agents des services techniques et les utilisateurs ruraux. La production et la fourniture des produits, informations et services météorologiques appropriés nécessitent une approche multidisciplinaire et participative. C'est en cela qu'il contribue à renforcer les différentes mesures nationales et régionales d'accompagnement et de préparation de la campagne agricole, notamment les stratégies de gestion des risques climatiques en agriculture ainsi que l'adaptation des producteurs et des populations vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. Durant les 2 journées, les échanges portent entre autres sur les changements climatiques et les applications de la météorologie, le programme de pluie provoquée, mais également sur les différents produits et les actions relatives au cadre national des services climatiques. Il s'agira donc pour vous de vous approprier ces informations sur le temps, le climat d'une part, et définir des mécanismes permettant une bonne diffusion de ces informations pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations d'autre part. On note enfin que cette initiative a bénéficié de l'appui du département du développement rural et du Fonds international du développement agricole FIDA. Nous restons à Ségou pour parler de la journée porte ouverte initiée par la faculté d'agronomie et de la médecine animale pharma de l'université de Ségou. L'objectif de cette journée est de partager avec les différents acteurs les acquis et les contraintes auxquelles la faculté est confrontée pour dispenser un enseignement de qualité. Candicila. Sise à la rue 116 du quartier de Médina à Ségou, la faculté d'agronomie et de médecine animale pharma est l'une des 5 structures pédagogiques de l'université de Ségou. Cette journée porte ouverte vise à découvrir davantage cette faculté qui s'apprête à lancer 88 jeunes garçons et filles sur le marché de l'emploi. Depuis 2 mois que nous avons soutenu, nous nous sommes éparpillés sur l'ensemble du pays. Mais nous sommes tous convaincus d'une seule chose. Aucune raison de chômer dans un pays comme le Mali, où tout est à faire. La faculté enregistre cette année 397 étudiants. Des étudiants formés à travers 3 filières. La filière hydraulique agricole, nous avons un effectif de 99 étudiants, dont 82 garçons et 17 filles. La filière agroéconomie, nous avons 268 étudiants, dont 209 garçons et 59 filles. La filière production et santé animale, nous avons un effectif de 30 étudiants. Il était temps, et cela a été bien compris par les responsables et le corps professionnel de la femme, de faire la journée porte ouverte pour partager avec l'ensemble de la population de Ségou. Une visite guidée aura permis de relever quelques contraintes majeures auxquelles la faculté est confrontée. Des locaux trop exigus en bail, avec seulement 8 salles de classe pour les travaux dirigés et quelques salles excentrées, problème de matériel adéquat, problème d'enseignants permanents, bref, le minimum pour garantir un enseignement de qualité. Ici à Bamako, 25 officiers gendarmes du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Sénégal ont reçu leur attestation à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembey après un stage de formation PC bataillon en opération dans la Sidiki Djara. Ce stage a regroupé 25 officiers gendarmes. Il leur a permis d'approfondir leurs connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les missions du bataillon en opération de soutien de paix. Le concept du maintien de la paix a évolué depuis le déploiement des premiers casques bleus. Les opérations de maintien de la paix étaient purement une affaire de militaires. Aujourd'hui, vous savez mieux que moi que nous avons face à nous des opérations multidimensionnelles faisant intervenir des militaires, des policiers et des civils. Durant 2 semaines, nous avons appris à commander un bataillon, diriger un centre opérationnel, coordonner les activités d'une cellule opérationnelle et élaborer un ordre opérationnel. La première semaine du stage a été consacrée à la théorie, tandis que la seconde a été dédiée à la conduite dans un centre d'opération monté et équipé par les stagiaires. Les thématiques abordées se présentent comme suit: le cadre légal des opérations de soutien à la paix, le système des Nations Unies, l'étude de la MEDO, entre autres. Pendant ce stage,
des volumes horaires ont été alloués à des intervenants traitant des domaines spécifiques, tels que la gestion du stress, le travail des journalistes et le soutien logistique. Nous voyons ici que le stage de PC Bataillon s'adapte très bien aux situations de troubles ou de tensions internes auxquelles nos pays peuvent être confrontés. Une bonne opportunité pour la gendarmerie de rappeler le rôle qu'elle joue au sein des forces armées et de sécurité. Partons maintenant avec le reportage sur la célébration du 50e de l'existence de la Croix-Rouge malienne. Un hommage particulier a été rendu au fondateur de la Croix-Rouge internationale, Jean-Henri Dunant, et c'était en présence des autorités administratives et de la coopération des chefs de quartier. Compte rendu Lamine Keita. 20 août 1965, 20 août 2015, la Croix-Rouge malienne a 50 ans. En prélude à l'événement, elle vient d'organiser une cérémonie pour rendre un vibrant hommage au fondateur du mouvement, M. Jean-Henri Dunant. Le responsable régional de la Croix-Rouge du Mali a rappelé quelques actions menées par sa structure, notamment en faveur des populations du Nord victimes de la crise de 2012, l'aide aux populations lors de l'épidémie d'Ebola. Nous avons accompagné l'État dans la mobilisation sociale par rapport à la campagne du rougeole. Et par rapport à la maladie à virus Ebola, nous avons pu former 84 volontaires pour le suivi contact et nous avons formé à peu près 45 volontaires pour le dépôt mortel dignement sécurisé pour la maladie à virus Ebola. Ce 50e anniversaire de la Croix-Rouge malienne est placé sous le signe de la continuité de ses actions humanitaires, a rappelé le responsable régional de la Croix-Rouge malienne. Ce partenariat est salué par la directrice régionale du développement social du district de Bamako. La Croix-Rouge a pris attache avec les structures du développement social. On a eu à collaborer tant dans la gestion des problèmes en rapport avec la guerre qu'avec aussi les problèmes sociaux qui sont parus. On souhaite bon vent à la Croix-Rouge et on souhaite surtout que la collaboration continue. Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge malienne sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Chaque année se déroule au siège de l'UNESCO à Paris en France la semaine africaine. Ces journées visent à mettre en lumière la richesse de l'Afrique à travers sa diversité et son patrimoine culturel et artistique. Les expositions, des conférences débats et des projections de films africains ont été les temps forts de cette semaine africaine. Le commentaire de Mohamed Ould-Mamouni. La semaine africaine s'est tenue du 26 au 29 mai dernier à Paris sous les thèmes l'UNESCO et l'Afrique 70 ans après. Ces journées dédiées à l'Afrique célèbrent une coopération fructueuse entre l'UNESCO et les pays africains. L'initiative a permis des échanges sur les thématiques portant sur des sujets d'actualité du continent. La culture malienne est aussi présente à ce rendez-vous à travers des expositions d'art et des réceptions organisées en parallèle par la délégation du Mali au sein de l'UNESCO. La délégation est chargée de raffermir les relations déjà excellentes entre le Mali et l'UNESCO, comme je l'ai dit tantôt. À cet égard, elle œuvre pour le rayonnement culturel du Mali sur la scène multilatérale. Au titre des actions concrètes du partenariat, la délégation a accompagné le programme d'urgence lancé par l'UNESCO pour la reconstruction de la réhabilitation du patrimoine culturel de Tombouctou détruit par les djihadistes, pour un budget de plusieurs millions de dollars. C'est dire tout l'intérêt que rêve notre pays pour l'intérêt qui a été parmi les premiers partenaires à nous venir à notre aide après la libération du Nord. La diversité culturelle malienne est restée active tout au long de cette semaine africaine. C'est la preuve de la volonté affichée du gouvernement à faire de la culture un véritable secteur de la chaîne économique et un levier du développement national. À la veille des examens de fin d'année, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali appelle les candidats aux différents examens à plus d'assiduité et de rigueur. Elle salue les efforts des autorités scolaires pour la réussite des examens. Là-dessus, écoutons le président de la Fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Il est au micro de Mohamed Ould-Mamouni. C'est le moment. Tout le monde le sait. Nous sommes évaluer les efforts des uns et des autres. Le moment où on récolte les fruits des efforts
consentis pendant l'année scolaire. Nous sommes à l'ère du bilan et rions ceux qui, au prix des nuits blanches, d'efforts sans répit, auront compris que seul le travail paye. Chers parents d'élèves, chers enseignants, chers élèves et étudiants, n'est-il pas temps pour nous, tous, de renoncer à la tricherie afin de donner à l'école malienne son blason d'antan? L'évaluation bien faite dans les compositions et dans les examens permet d'apprécier la qualité de notre enseignant. Et les produits de cette évaluation seront compétitifs sur tout le plan national, sous-régional, international. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves étudiants du Mali, tout en soutenant les efforts du gouvernement pour l'instauration de la paix et de la concorde dans notre pays, vous invite également à soutenir les départements en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans leurs actions tendant à circonscrire les fraudes de tout genre à l'école. Vous pourrez suivre l'intégralité du discours du président du Haut Conseil des collectivités juste après ce journal sur la fin de la première session. Voilà, coup de tonnerre à la FIFA. Joseph Blatter annonce sa démission quelques jours seulement après sa réélection. Cette démission fait suite à l'affaire de corruption au sein de la gouvernance du football mondial. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal et vous donne rendez-vous demain à 10h et à 13h pour d'autres points de l'actualité avec Rachel Tissougué. Et moi, je serai là pour les éditions du soir. S'il plaît à Dieu, prenez soin de vous et des autres et bonne soirée à tous.